L'histoire de la Chevrolet Corvette C3, c'est excessivement long et complexe. Nous, ici, on a le 454, comme j'ai dit. Donc, le plus gros moteur. Le son est incroyable! Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui la Chevrolet Corvette C3 454. Donc, reprenons où on était avec nos histoires de Corvette. Je vous rappelle que je vous ai fait un gros topo de ça dans ma vidéo de la Corvette C8. Donc, on est au milieu des années 60 et Chevrolet se dit qu'il faudrait renouveler la Corvette, la remettre au goût du jour. Et donc, c'est en 1967, pour le millésime 1968, que Chevrolet nous présente la nouvelle Corvette de 3e génération qui est basée sur le châssis et la mécanique des Corvettes précédentes. Ce que Chevrolet ne savait pas au lancement de cette voiture, c'est qu'il était pour avoir de nombreux changements de normes qui étaient pour retarder le changement de génération de cette Corvette. Et résultat, cette Corvette va être produite de 1968 à 1982, une carrière de 14 ans dans le monde des voitures sport. C'est énorme. Et parlons-en de ces fameuses normes. On parle surtout de la période de malaise américaine, le Malaise Era, où les Américains vont essayer de s'adapter aux nouvelles normes environnementales et vont avoir des résultats plus ou moins convaincants. Et ça va vraiment affecter cette voiture-là. Également, il va y avoir des nouvelles normes de sécurité qui vont venir encore une fois affecter cette voiture-là, qui vont venir affecter son design. Bref, je vous fais un résumé très court, mais l'histoire de la Chevrolet Corvette C3, c'est excessivement long et complexe à cause de toute cette période de changement-là qui se produit aux États-Unis. Pour vous donner une idée, au cours de la carrière de cette voiture, on va avoir 40 motorisations dans cette voiture. Vous m'avez bien compris? 40. On va avoir des moteurs haute compression, basse compression, une version plus économique, une version moins puissante, plus puissante. Il va y avoir 40 moteurs différents sous le capot de la Corvette C3 et ça varie d'une année à l'autre. Une année, le 454 pouvait produire une puissance de 275 chevaux. L'autre d'avant, c'était 270 et l'autre d'avant, c'était 250. Bref, je vous fais ça très simple, mais cette voiture-là a une histoire de commercialisation excessivement complexe. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de cette Chevrolet Corvette 1973 équipée du 454, le gros moteur. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à un de mes abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook CarPop QC. Pas besoin que ce soit une Corvette des années 70. Si vous avez la nouvelle Corvette Z06, il faudrait vraiment que je mette la main là-dessus. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Chevrolet Corvette C3 a un look vraiment plus musclé que la Corvette C2. La Corvette C2 était toute en douceur, très européenne dans son approche. La C3, c'est plus américain, des grosses lignes angulaires. Mais malgré tout, on reconnaît la ligne Corvette qui a été établie avec la C2 et le résultat est assez impressionnant, merci. À l'avant, on a un très petit pare-brise entouré de chrome avec un très long capot plongeant. Mais quand je dis long, là, c'est à peu près la moitié de la longueur du véhicule. C'est excessivement long. Et ce capot-là a une grosse bosse pour accommoder le 454 sous le capot avec sa trappe d'air. On a également les fameuses ailes Corvette bombées qui viennent nous indiquer où sont nos roues et qui donnent un look très musclé à la ligne. On a également un logo Corvette qui, à l'époque, avait une présentation plus prestigieuse qu'aujourd'hui. On a un gros logo avec les fameux drapeaux Corvette. C'est excessivement joli. Les phares avant sont rétractables, ce qui ne vient pas affecter la ligne, sauf le soir quand on ouvre le phare de soir. Et dans le bas du pare-choc à l'avant, on a une énorme calandre pour engouffrer toute l'air pour refroidir cet énorme moteur. Sur le côté, on reconnaît immédiatement le profil Corvette, le devant plongeant, l'arrière court. C'est une caractéristique qui est apparue dès la Corvette C2 et qui a été la marque de style de la Corvette jusqu'à la fin de la Corvette C7 en 2019. Donc un style qui a évolué à partir de 1963. C'est très impressionnant à voir autant de ressemblances, de similitudes avec les nouvelles Corvettes de 2019 et moins. C'est assez surprenant. Donc, on remarque, comme j'ai dit plus tôt, que le devant est excessivement long.
On a le badge Stingray, mais pour cette génération de Corvette-là, le badge Stingray n'a plus de trait d'union entre le Sting et le Ray, c'est rendu un seul mot. On a également une trappe d'air derrière la roue avant, comme les Corvettes C7, comme les Corvettes C6, C5, bref, encore une fois, une marque de commerce. On a toujours les poignées de porte intégrées dans l'aile arrière, ici même, donc comme la Corvette C7 qu'on a vu à l'essai, les poignées de porte sont camouflées et on a toujours ces grosses ailes arrière bombées qui viennent donner un look très impressionnant à la voiture. Également, la ligne de toit n'a presque pas changé. Les nouvelles Corvettes avaient une ligne de toit comme ceci, avec, dans le fond, une bulle à l'arrière. Les Corvettes de cette époque-là ont une fenêtre carrée, mais ça n'a presque pas changé. On remarque aussi le miroir qui, on dirait, sort directement d'une camionnette pleine grandeur de l'époque, donc un très petit miroir, un design assez particulier. Et je ne peux pas passer sous silence le tuyau d'échappement sur le côté. Écoutez-moi ça. Parlons de mes roues. Tout d'abord, les roues, je les trouve magnifiques. C'est un design très simple, mais très joli. Ça fait un peu camion en même temps, un peu spécial, mais c'est tellement joli comme roue et je trouve que ça met vraiment l'emphase sur la ligne d'époque du véhicule. Côté pneus, on a du 255/60 R15. Oui, du 15 pouces et aux quatre coins. Donc, on n'a pas des pneus plus larges à l'arrière comme la plupart des sportifs et ça coûte environ 250 $ par pneu, donc 1000 $ pour 4. Un pneu quand même assez abordable vu le calibre de voiture de l'époque. À l'arrière de la Corvette C3, comme je l'ai dit, on a une lunette qui finit directement ici, très carré. On a également ces arches de toit qui sont très jolies. On a notre accès au réservoir de carburant ici avec le logo Corvette dessus en métal, c'est vraiment joli. À l'arrière, on trouve également les fameux 4 phares Corvette avec Corvette écrit au milieu et ce pare-choc chromé qui vient vraiment donner un look musclé à la voiture. Ceci étant dit, ce pare-choc-là ne va pas faire la carrière complète du véhicule puisque les normes d'impact vont changer. Ils vont devoir mettre des pare-chocs en plastique qui protègent les piétons et les véhicules. Également, j'ai pas pris la peine d'enlever la plaque parce que regardez ce que le propriétaire a eu au bureau des licences, 911 SBR. C'est une Corvette, ce n'est pas une 911. Les gars de Porsche 911 doivent être frustrés en ce moment. C'est pas de la faute du propriétaire, c'est vraiment le bureau des plaques qui lui ont donné ça. Vous avez sûrement remarqué à plusieurs reprises des Corvettes C3 avec un rack ici. C'est parce qu'on n'a pas d'espace cargo. Ici, il n'y a rien, ça ne s'ouvre pas. Il n'y a aucun espace cargo sur la Corvette C3. Un choix assez discutable, merci. La présentation intérieure est d'une autre époque. La qualité des matériaux l'est également, mais il y a des endroits qui m'ont assez surpris. Et la qualité d'assemblage, ben, elle est de l'époque également. Donc, on a des petites surprises à gauche, à droite. Revenons à notre espace cargo. Il est ici. Donc, l'espace cargo est derrière le banc. Aucune manière d'y accéder à part par le banc chauffeur ou passager. Donc, on penche le banc et on met nos choses ici. Un choix assez discutable, merci encore une fois. Notre panneau de porte est magnifique et vous allez voir la qualité des matériaux est variable. Le panneau de porte est recouvert de cuir, ce qui est très joli. On a du bois ici, on a du métal, c'est super beau. Et on a cette poignée en plastique d'une qualité assez douteuse, merci. Un choix assez discutable. Pour barrer les portes, on barre, on débarre. Et c'est tout en gros métal, ça file solide, c'est très agréable. Et pour baisser nos fenêtres, on utilise la manivelle ici. Devant soi, on a notre indicateur de vitesse, notre indicateur de compte-tour et on a des cadrans au centre pour nous aider. Donc, on a l'essence, on a la pompe à eau, on a la pression d'huile, la batterie, l'heure, bref, tout est là. Et on a aussi une bouche d'aération ici et une bouche d'aération de l'autre côté, mais on n'en a pas au centre. Également, on vient tirer ici pour ouvrir nos lumières, mais il faut que le moteur soit en fonction. Le volant, petit, vraiment joli avec le klaxon en plein milieu. Écoutez ça. Et vraiment un beau volant qui se prend super bien en main. J'ai que des bons commentaires pour ce volant-là. Et pour nos clignotants, c'est ici. Donc, clignotant gauche, clignotant à droite. Un beau morceau de métal. Et nos essuie-glaces, c'est ici que ça se passe. On vient tasser le levier pour les activer. Et il faut appuyer sur ce bouton ici pour avoir du liquide à lave-glace dans notre pare-brise. Remarquez que la planche de bord est recouverte de cuir brun, ce qui est très joli. Et ensuite, on arrive ici et c'est du plastique de qualité assez douteuse, écrit Corvette avec des vis exposées. Dessous, on a
le lecteur cassette d'origine avec une cassette d'Elvis Presley. C'est vraiment cool. Pour ajuster le volume, on tourne ça ici. Et pour jouer avec les paramètres du son, on tourne ça ici. On a aussi la radio AM et FM. Bref, c'est vraiment cool d'avoir ça d'époque et non d'avoir une radio d'après-marché. Ici, on a nos contrôles de climatisation. On a notre allume-cigarette avec l'allume-cigare d'origine et c'est en petit plastique de mauvaise qualité entouré de bois et de métal. Comme j'ai dit, la finition est assez variable. Et on a ici Close, Open. Dans le fond, ça, c'est des trappes d'air qu'on ouvre dans le plancher pour créer de l'air en circulation. C'est hyper agréable. Et on a notre levier de vitesse ici en gros métal, entouré de bois encore une fois. Et le feeling de celui-ci est incroyable. On a vraiment l'impression de changer de vitesse. C'est vraiment cool. Et au centre, on a une plaque qui dit 454 cubic inch, donc la grosseur du moteur, le torque que le moteur produit et le taux de compression avec le logo Corvette pour nous rappeler qu'on est dans une voiture de performance. Le frein à main en métal entouré de plastique de bonne qualité, très agréable à prendre en main, et on a un accoudoir en cuir, question d'avoir plus de confort. Au niveau des bancs maintenant, comme vous pouvez voir, on a des bancs en cuir très mou, très soyeux, très confortable, pas de problème là-dessus. Par contre, ça manque énormément de support latéral. Il n'y a aucun support latéral. Là-dessus, ça serait à retravailler. On a une petite pochette en cuir ici où on peut ranger des choses. C'est super joli, mais on n'a pas de coffre à gants. Et on a au plafond des panneaux ici. Et oui, c'est une Corvette Targa. Donc, on vient tirer sur le levier ici, tirer sur l'autre levier et on peut retirer le toit et donc avoir une expérience décapotable. Donc, super agréable. Avant d'aller parler mécanique, je voulais prendre un instant pour vous parler de la visibilité et de vous montrer ça surtout. Ça, c'est ce que je vois quand je conduis. C'est fou comme vue. La grosse bosse dans le capot, les ailes bombées, j'ai vraiment l'impression d'être dans une Batmobile. Sous le capot de la Corvette C3, comme j'ai dit, on a eu 40 moteurs différents. En fait, c'était tous des V8, mais on avait des 5.4, des 5 litres, des 5.7, des 7 litres, des 7.4 litres, avec des taux de compression différents, des carburateurs différents, des échappements à l'arrière, des échappements sur le côté, des catalyseurs, etc., etc. Ce qui fait qu'on a eu un total d'environ 40 versions de moteurs différentes dans cette voiture. Donc, pour faire ça simple, je vais vous dire ce qu'il y avait à l'époque de la sortie de celle-ci. Le moteur de base, c'est un V8 5,7 litres de 190 chevaux, 270 livres-pieds de couple. C'était un peu juste comme puissance, sincèrement. En option, on avait le pack L82 où on venait stimuler ce V8 5,7 litres pour l'amener à 250 chevaux et 285 livres-pieds de couple. Des chiffres qui commencent à avoir plus de sens. Nous, ici, on a le 454, comme j'ai dit. Donc, le plus gros moteur, c'est un V8 7,4 litres. Ça produit 275 chevaux et comme je vous ai dit à l'intérieur, 395 livres-pieds de couple. C'est quand même des chiffres assez élevés pour une voiture de cette époque-là. Également, c'est des moteurs à carburateur et donc l'essence de l'époque était beaucoup moins performante qu'aujourd'hui. Et résultat, on peut s'attendre à une puissance nettement plus élevée qu'à l'époque. On a eu le choix de 4 transmissions sur cette Corvette, une manuelle à 3 rapports, une manuelle à 4 rapports, une automatique à 3 rapports, hydramatique, c'est ce qu'on a puisque c'est la seule qui est capable de prendre le couple du 454, et une automatique à 4 rapports pour les moteurs plus petits. On a également une suspension indépendante à l'avant et à l'arrière avec un ressort à lame à l'arrière qui relie les deux roues. Cette technologie de suspension-là, on l'a eu jusqu'à la fin de la Corvette C7. Et on a également des freins à disque aux 4 roues. Je l'ai dit dans mon vidéo de la Cougar Eliminator, j'adore les vieux muscle cars. Ça, vous êtes à lumière, ça barbote, ça a beaucoup d'âme. Et là, c'est la première fois que j'en essaye un avec un énorme moteur, un big block en bon français. Et également, on a un châssis qui est supposé être plus sportif que celui des muscle cars de l'époque. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Et la seule façon de savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire la Corvette C3. On a pu conduire la C8, on a conduit la C7 Z06, maintenant la C3. Qu'est-ce qu'on en pense? Tout d'abord, c'est une voiture conçue à la fin des années 60, en pleine épopée des muscle cars. Et c'est un comportement plus muscle car qu'on a justement. Un gros moteur, ben du son. Par contre, il y a quelques petites différences qui font que ça se démarque vraiment d'un muscle car et que c'est assez intéressant, merci. Donc, tout d'abord, visibilité. À l'avant, c'est super cool. On voit nos ailes, on voit notre capot. Par contre, on ne voit pas où le devant se termine et on en a long en avant, comme vous avez vu. Donc, ça serait le fun de pouvoir voir où est-ce qu'on va. Sur les côtés, ça va. À l'arrière, c'est très limité.
Et les angles morts sont gigantesques, surtout côté chauffeur. On ne voit à peu près rien. Donc, il faut faire très attention au changement de voie avec ce véhicule-là. Ensuite, parlons suspension, pneus. On a vu qu'on avait beaucoup de flancs de pneus sur ce véhicule-là. Résultat, c'est une voiture qui est quand même assez confortable. Elle absorbe bien les bosses. Ça demeure quand même ferme. On sent les imperfections, on sent la moindre imperfection. Et c'est une voiture qui a une carrosserie en fibre de verre et qui a une solidité structurelle discutable, à mon avis. Lorsqu'on frappe les bosses, on sent la structure de la voiture vibrer. Et c'est pour ça que ma caméra vibre autant, d'ailleurs. C'est pas une voiture qui est très solide, qui est aussi solide qu'une voiture moderne. C'est normal à l'époque, mais il faut le savoir. Ensuite, niveau insonorisation, il n'y en a pas. Ces voitures-là n'ont jamais d'insonorisation. C'est très bruyant. On entend énormément le moteur. On entend toute la route. C'est très analogue, c'est très le fun, mais comme je vous dis, on entend tout. C'est aussi un défaut en termes de confort pour les longs trajets. On va le savoir. Parlons freinage. Pourquoi j'en parle? Bien, parce que toutes les voitures des années 60-70 ont des freinages catastrophiques. C'est épeurant freiner avec ces voitures-là. On se dit, s'il y a une manœuvre d'urgence à faire, on va se tuer. Mais cette voiture-là a des bons freins. Est-ce que c'est les meilleurs freins que j'ai vus de ma vie? Absolument pas. Mais on se rapproche beaucoup d'une voiture moderne et c'est excessivement rassurant et c'est un point très positif. Frein à disque aux 4 roues, même à cette époque-là, c'était très bon et c'est une voiture qu'on se sent en sécurité beaucoup plus que, par exemple, dans la Cougar Eliminator ou dans la Lincoln Continental où lorsqu'on appuyait sur les freins, ça faisait peur tellement que ça freinait pas. Là, on a une certaine fermeté au freinage et ben, ça fait du bien à voir. Si j'avais une voiture de ces années-là, je mettrais justement des freins pour cette raison-là. Je mettrais des freins plus modernes. Et la Corvette, ben, j'en mettrais pas. Je garderai les freins d'origine parce que ça fait un excellent travail. Ensuite, niveau motorisation, le moteur, le couple est impressionnant. Le couple de ce moteur est juste fou. À 50 km/h, vous lâchez la pédale et la voiture se maintient à 50 km/h tellement qu'il y a de couple. Donc, pas besoin de peser sur l'accélérateur pour rouler 50 km/h. Vous appuyez, vous atteignez votre vitesse, vous relâchez. C'est très impressionnant. Contre la transition 3 vitesses, ça n'a pas sa place dans ce véhicule-là. On voudrait au moins avoir une transition manuelle. Les vitesses sont longues. Quand vient le temps de pousser le véhicule, c'est pas super et la réponse est excessivement lente. Écoutez ça, là. Je suis à une lumière, tout le monde me regarde, la voiture, elle tremble. C'est malade, c'est malade, c'est malade. Ça sent le gaz, je tripe bien raide en ce moment-là. Puis je suis à une lumière. D'habitude, une lumière, ça m'écoeure. Je suis comme, pourquoi on n'a pas des ronds-points? Mais là, ça me dérange pas. Je suis à une lumière. Puis tout le monde me regarde. Ça, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. C'est ça, les vieux muscle cars. C'est ça. Petite accélération du quotidien. C'est ça que j'aime des muscle cars. Écoutez ça! Écoutez ça! Oh, que j'aime ça! Niveau direction ressenti, c'est exemplaire, on sent tout. C'est une direction qui est quand même assistée, mais on ressent les cailloux, les imperfections. Niveau ressenti, exemplaire. Niveau ratio de direction, terrible. C'est une direction dont le ratio est beaucoup trop lent pour une conduite sportive. C'était ça à l'époque, mais il faut tourner énormément le volant pour exécuter des virages. Et à mon avis, le ratio est à retravailler. Et également, on a un flou en plein centre, ce qui n'aide pas du tout cette direction. Et là-dessus, c'est à retravailler. La seule chose qui est positive à la direction, c'est le ressenti. Niveau châssis également, c'est beaucoup mieux que bien des voitures d'époque. Ça colle beaucoup plus. Mais attendez-vous pas à une tenue de route impressionnante. On s'entend, c'est une voiture qui est très mollasse, très molle. On tourne le volant et on sent le transfert de poids. C'est pas très sportif. Mais à mon avis, avec une suspension modernisée, on serait capable d'aller chercher des bonnes performances au niveau de ce châssis-là. Donc, châssis à retravailler, mais on a un bon potentiel et on a une bonne répartition de poids aussi. Le réservoir de carburant est complètement à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir une bonne répartition de poids. Donc, c'est une voiture qui a du potentiel. Par rapport au standard d'aujourd'hui, par contre, il y a des tenues de route nettement supérieures par rapport à ça. Maintenant, on va faire une accélération. Le son
est complètement déjanté. Le son est juste incroyable. C'est la première fois que je le mettais en mode manuel pour une accélération. Et je me disais, le moteur, la transmission change à 3500 tours, que c'est ça. Là, on a pu vraiment aller chercher les régimes moteurs. Et là, c'est complètement addictif. C'est ça que je dis des vieux muscle cars que j'essaie de faire comprendre aux jeunes de mon âge. C'est le moteur et rien d'autre. C'est un feeling de mécanique seulement. C'est pas très performant. On fait le 0-100 en probablement 6.5, 7 secondes, voire 7,5, 8. Mais le feeling, on a l'impression de rouler 400 km/h. La sensation est juste incroyable et le son est complètement envahissant. J'ai juste le goût de refaire encore. Oh là 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 là! Écoutez ça! Il y a de la réponse, ce moteur-là. Écoutez la réponse. Tout de suite, c'est tout de suite. Il n'y a pas ça dans une voiture moderne avec des papillons de gaz électronique. Et ce qui est le fun, c'est que malgré tout ça, on a pogné 100. C'est ça qui est le fun. Il y a du son, il y a tellement d'analogies, mais on dépasse pas les limites de vitesse, on se met pas dans le trouble. En gros, une Corvette C3, c'est un muscle car qui tient en route. C'est vraiment le fun. On a beaucoup d'analogies. Pas beaucoup de performance, mais c'est pas grave. On a beaucoup de plaisir. Et merci à son propriétaire de m'avoir donné cette chance-là. C'est vraiment une voiture qui est tripante. Et maintenant, on va aller jaser prix parce que pour le prix, c'est très intéressant. Surtout avec le 454 comme on a, c'est assez abordable pour ce que c'est. Merci. Maintenant, parlons prix. La Corvette C3, il y a eu 40 motorisations là-dedans. Donc, les prix varient énormément. J'ai essayé de démêler ça, mais c'est pas évident. Donc, voici ma liste de prix. J'ai aussi une liste de prix pour les versions ZR parce qu'il y a eu les ZR1 et ZR2 sur cette génération de Corvette-là, les premières ZR1 et les premières ZR2. Donc, j'ai fait une liste pour ces prix-là également. Donc, tout d'abord, les bâtés, 5 à 7 000 $. C'est un prix qui est quand même dispendieux pour un véhicule à restaurer. C'est des voitures qui, vous allez voir, une valeur de revente quand même assez faible, ce qui rend le produit intéressant, mais j'irai vraiment pas m'en restaurer une à cause de tout ça. Les missiles, 10 à 15 000, encore une fois, je trouve ça trop cher. J'irais vraiment plus pour une usure normale ou bien maintenue parce que, sincèrement, missile, vous allez devoir mettre des réparations encore une fois et ça ne vaudra pas la peine vu la valeur du véhicule. Usure normale, 15 à 25 000. Là, ça devient intéressant. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est des voitures qui ont quand même une valeur de revente faible. Donc, 15 à 25 000, vous avez une Corvette C3. 25 000, vous allez avoir le 454. Très intéressant. Bien maintenu, comme on avait à l'essai, c'est 25 à 40 000. 40 000, encore une fois, avec le 454. Hyper intéressant, ce prix-là. Vous avez toute une expérience de conduite pour le prix. Et finalement, collection, 40 à 70 000. Donc ça, c'est des modèles qui sont vraiment en super bon état, qui n'ont presque pas roulé. Il y en a beaucoup de modèles de collection. Il y a beaucoup de gens qui ne roulent pas leur Corvette. Donc, 40 à 70 000. Je crois que c'est une voiture qui mérite le statut de bibelot. Également, collection, c'est pour les gens qui roulent peu. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on va retourner à l'autre bout, mais on va parler des versions ZR1 et ZR2. ZR1 bâté, vous allez payer environ 30 000 et ça vaut la peine d'être restauré parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. ZR2 aussi, vous allez payer environ 30 000. Missile, 50 000 environ. ZR1, ZR2, encore une fois, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, très intéressant, un bon placement, un peu d'amour à donner. Et voilà, vous avez une voiture qui vaut une fortune. Usure normale, 150 000, très dispendieux, mais comme j'ai dit, c'est une version qui est très rare. Par contre, à 150 000, il y a des voitures qui vont être nettement plus performantes pour ce prix-là. Donc, il faut faire attention. Bien maintenu, 250 000. Encore une fois, comme j'ai dit, il y a des voitures qui vont être plus performantes que ça, plus intéressantes, mais c'est une voiture qui est excessivement en demande, qui est très rare. Donc, c'est pour ça que ça vaut aussi cher. Et collection, il y en a une qui vient de se vendre récemment, 300 000 $. Donc, véhicule en super état.
Comme j'ai dit, très rare, très intéressant. Mais si vous avez vraiment un objectif de performance en tête, il y a des voitures nettement plus intéressantes que ça. Je pense entre autres à la C7 Z06 qu'on a essayé l'autre jour, qui va être les prix d'environ entre missile et usure normale. Et vous allez avoir une voiture qui est nettement plus aboutie, mais vu son statut de légende, son prix est très élevé. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de la Corvette C3? Je crois que c'est une voiture qui est assez intéressante pour le prix. On a vraiment une expérience de conduite muscle car sans nécessairement avoir les défauts d'un muscle car, c'est-à-dire une tenue de route vraiment dangereuse et un freinage catastrophique. Donc, c'est un bel intermédiaire entre les deux. Par contre, je viserai les versions à haut rendement, les 454, les 5.7 à haut rendement, les ZR1, parce que c'est une voiture qui va être nettement plus intéressante. Le moteur de base manque vraiment de pep, donc on vise les gros moteurs. Et donc, au final, je la recommande, mais visez les grosses motorisations, les moteurs puissants.